Ma sœur, elle pourrait pas disparaître du jour au lendemain, juste comme ça. On vit dans l'angoisse, c'est toujours, on pleure. Moi, de bon matin, parce que je vais travailler de bon matin. Lorsque je pars au travail, puisque c'est la nuit, personne ne me voit, je peux pleurer à l'aise. Ça fait des heures, des nuits, des jours, des années. Ça passe pour nous. C'est des cauchemars. C'est des cauchemars, c'est des cauchemars, c'est des cauchemars. Cela fait 9 ans, 9 longues années que cette famille vit rongée, étouffée par la même question. Qu'est devenue leur Fatima? Fatima Saya avait 20 ans lorsqu'à Marseille, une après-midi de mai 2008, elle a disparu subitement, sans laisser de traces. C'était le début d'une des affaires criminelles les plus terribles de cette décennie et le début du cauchemar pour la famille de Fatima. Fatima, ma sœur, c'est une personne très, très, très affectueuse. Elle est très, très douce. Elle était super gentille. On était aussi trop liés, moi et elle. Elle était ma petite confidente. On avait des petits secrets entre nous, comment dire, même des petites cachotteries en cachette de nos parents. Elle aime ses frères et sœurs, sa mère et son père. On est solidaires, une famille solidaire comme ça. Elle est née en Algérie. C'est une fille studieuse, épanouie, vivante, comme on dit, et sérieuse. La famille Saya est une famille de gens bien installés en Algérie. Le père est fonctionnaire, il a un poste important dans une mairie, la mère est couturière. Ce sont des besogneux. Des besogneux qui très vite réalisent qu'ils sont confrontés à une dictature qui va poser des difficultés pour l'évolution de leurs enfants. Alors, avec un courage significatif, ils quittent tout une nuit et ils viennent à Marseille. Et quelque part, pour la famille Saya, c'est quitter la terreur algérienne pour rejoindre le paradis français, le paradis marseillais. Fatima est venue en France à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans. Elle était vraiment remarquable parce qu'elle est rentrée directement dans une classe française. La classe qu'elle suivait en Algérie, elle l'a intégrée ici facilement. N'a pas eu de problème de langue. Elle était belle, gentille, sérieuse, elle était bonne élève. Je me rappelle bien, je dis, si tu viens première de la classe, moi je te fais un cadeau. Elle me dit, d'accord maman, promis, je dis promis. Et toujours elle est la première. Très très brillante à l'école. Elle avait toujours des bonnes notes, 17, 18. Elle était la bien-aimée de la famille, surtout la préférée de mon papa. Bien sûr, je suis fier. Parce que je l'ai testée et j'ai vu qu'elle est studieuse, tranquille, gentille. Elle a toutes les caractéristiques pour pouvoir avoir un bel avenir. Elle me donne les conseils, comme les grands. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Elle me montre, elle m'explique. Moi, ce n'est pas que ma fille, c'est ma copine et ma fille. Dès qu'elle rentre, elle me dit, maman, elle me fait le câlin. Après, dès que je dors, elle fait sa tête ici. Elle me dit, maman, moi, je t'aime beaucoup. Elle sentait mes odeurs, comme ça, comme un bébé. Elle était comme un ange. Subhanallah. Peu de temps après son arrivée en France, Fatima va rencontrer un jeune homme du même âge. Il s'appelle Mehdi. La première fois que j'ai entendu parler de Mehdi, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui est venu demander sa main chez mes parents. Ils sont venus ici, chez nous, pour demander la main de notre fille. Et la mère de Mehdi a voulu qu'elle le prenne de force. Elle m'a dit, je prends ta fille, tu veux pas. C'est moi que je commande. Je dis, comment tu la prends? Ma fille, elle est mineure. Et si je fais quelque chose, moi, je rentre en prison. Et ma fille, elle est encore jeune. Elle est venue pour étudier, c'est pas pour marier. Ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que la famille Saya, lorsqu'ils arrivent sur le sol marseillais, ils veulent véritablement offrir à leurs enfants une vie intégrée de Français. Et le mariage d'arrangement n'était pas envisageable pour mes clients, ce qui avait valu des tensions entre les deux familles. Moi, j'ai dit qu'on nous laisse le temps de réfléchir. Mon papa, il n'a pas donné de réponse précise. Et du coup, la relation entre Mehdi et ma sœur, elle était un petit peu, on peut dire, un copain, comme toutes les jeunes filles de son âge. Il voulait respecter les parents, donc lui, il était chez sa mère, chez ses parents, et puis elle était chez ses parents. Ils étaient très, très, très proches l'un de l'autre. Elle était contente d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Dans ma tête, moi,
C'est pas son fiancé, mais c'est un copain. Le copain, c'est reste le copain, mais le mari, c'est d'autres choses. Il s'agit d'une amourette de jeunesse. Ma sœur me disait toujours que Mehdi, bon, il est sympa, il est tout le temps avec elle, ils étaient tout le temps ensemble. Et sinon, quand elle est à la maison, ils sont toujours en texto, ils s'envoyaient des messages. Ils étaient, si je peux le dire, H24 ensemble. Ma sœur Fatima, elle était amoureuse de Mehdi. Fatima était en France depuis 3 ans. À 20 ans, elle était pleine de projets, heureuse. Mais tout va s'arrêter brutalement le 7 mai 2008. Fatima devait terminer ses cours à midi, puis rejoindre sa mère avec laquelle elle avait rendez-vous. Mais les heures ont passé et Fatima ne rentrait pas. Cela ne le résolvait pas. Elle est toujours à l'air. Donc j'attendais comme ça 2 heures l'après-midi. Je dis peut-être il y a le bus, il y a un retard de bus. Après 3 heures, j'étais inquiétée. J'ai commencé à trembler. Je dis quelque chose, ça va pas. Il y a des pressentiments qui m'arrivaient. On attendait un peu. Sa mère a essayé de la joindre, mais il est en messagerie. J'ai laissé un message. J'ai dit Fatima, comment ça se fait? Vous n'êtes pas là, vous ne répondez pas. Comment ça se fait? Vous arrivez quoi? Mes parents, ils ont essayé de rejoindre ma sœur par téléphone et c'était toujours sur messagerie. C'était éteint. Jusqu'à la nuit qui tombe, on est en train de pleurer, en train de chercher, on imagine beaucoup de choses. Ça y est. Donc, la mère est inquiète, elle n'a pas d'informations, elle demande au père de chercher. Alors il part dans les rues, il interpelle les passants. Vous auriez pas vu ma fille, vous auriez pas vu Fatima, une petite d'origine algérienne. Voilà la photo, vous la connaissez pas. Je suis parti en courant à droite à gauche chercher, mais sans but. Il a cherché de tous les sens. Il a appelé les hôpitaux, les urgences, tout. J'ai cherché de partout, mais j'ai pas su où aller. J'étais un peu égaré. Connaissant ma fille, dès le départ, j'y croyais pas. J'étais abasourdi. C'est pas la fille qu'elle sort la nuit, c'est pas la fille qu'elle a la fréquentation, c'est pas la fille qu'elle est... Non! C'est pas la fille qu'elle fait les fêtes. Non. C'est pas un jour que ma fille, elle a fait ça. Pas un jour, non, rien du tout. Un cauchemar. On a fait une nuit blanche, debout, en train de chercher de partout. Et après, j'attends que l'aube qui se lève. Après, je suis sortie. Et la mère part chez Mehdi. Elle sonne. Personne qui m'a ouvert la porte. Après, j'ai commencé, Mehdi. Je dis, Mehdi. Et d'un coup, la fenêtre s'est ouverte. Et Mehdi, là, qu'il était là, il est posé la tête, pendu la tête, comme ça, au-dessus. Il se penche à peine, il recule. C'est de nature à intriguer cette mère morte d'inquiétude. Je dis, oh, je suis là. Ma fille, elle est où? Elle me fait comme ça. Froide. Il n'y a pas un mot. J'ai répété, ma fille, elle est où? Elle me fait comme ça. Ma fille, elle est où? Il me fait comme ça, 3 fois. 4e, je dis, ma fille, elle est où? Descends, tu m'y es. Descends. Après, il est descendu, j'ai dit, ma fille, elle est où? Il me dit, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas. Comment tu ne l'as pas vue? Et comment tous les jours tu es avec elle? Et j'ai insisté, jusqu'à il m'a dit, tu ne peux plus le voir, ta fille. Les Romains, ils ont volé ta fille. Il lui a dit, tu verras plus ta fille, les Roms l'ont volée. Pourquoi il dit ça? Les Roumains, pourquoi les Roumains? À l'époque, on soupçonne les Roumains d'enlever des enfants. C'est une espèce de rumeur qui, parce que Marseille est un village, a pris des proportions inouïes. Pourquoi Mehdi dit-il cela? Mehdi aurait dû se contenter de descendre en disant « Mais comment? J'avais pas de nouvelles moi non plus. » Pourquoi il n'a pas dit « Oui, madame, viens, on va la chercher aux hôpitaux. Viens, on va appeler je ne sais pas qui, ses copines. Viens, on va appeler, je ne sais pas, je vais appeler mes copains. Je vais voir, je vais voir la police. » S'il a cette certitude d'enlèvement, que fait-il chez lui? Comprenez quand même que cette famille est en droit de se poser des questions. Qui parle le premier d'enlèvement dans ce dossier, c'est Mehdi. C'est quoi qui lui confirme que ma sœur, elle reviendra plus jamais et elle a été enlevée? C'est ça que je veux comprendre. C'est vraiment trop bizarre. Et ça veut dire que c'est lui le suspect, c'est lui le responsable. Je dis, tu mens.
Tu racontes n'importe quoi. Tu as fait quelque chose à ma fille. Après, il m'a dit, oui, elle est partie pour travail, mais explique-moi. Ma fille, elle n'est plus là. Fatima avait décidé, d'un commun accord avec Mehdi, pour se faire à 4 sous, de passer une annonce sur un site pour faire du babysitting. C'est comme ça que l'affaire commence malheureusement. Je ne savais pas que ma sœur recherchait un emploi sur Internet. C'est Mehdi qui a tout manigancé. Viens avec moi à la police. Raconte tout ce que tu m'as dit à la police. Il lui a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Ils sont partis à la police. Et à la police, ma mère, vu qu'elle ne parlait pas bien le français, la police, ils ont interrogé que Mehdi. Mais comment, dans un poste de police, on peut entendre une personne, bien comprendre que cette personne ne maîtrise pas à 80% la langue française et considérer que les dépositions qu'on va prendre sont le fruit de sa volonté et l'expression de son esprit? S'ils m'ont pris au sérieux, normalement, ils me ramènent un traducteur. Ils ont pris en considération que ce qu'il a dit Mehdi. Et ce qu'il a dit Mehdi, il n'a pas dit ta fille, tu la verras plus jamais, c'est fini. Il a dit oui, elle a disparu, on n'a pas eu de nouvelles depuis hier. Elle s'est inscrite toute seule sur un site, c'est ce qu'il a dit. Et voilà. Mehdi explique à l'évêché, c'est-à-dire au siège de la police judiciaire de Marseille, que sa copine Fatima avait reçu, le jour même de sa disparition, un appel pour lui proposer du babysitting. Alors qu'elle est à la cantine avec une de ses camarades, elle reçoit un coup de fil. C'est un homme. Il lui donne rendez-vous en disant que c'est pour garder deux enfants en bas âge, que c'est parce qu'il veut sortir avec sa femme et qu'il veut que ce soit l'après-midi même. L'homme lui explique que sa femme viendra la chercher pour garder ses 2 enfants, qu'il a une Golf grise et qu'elle sera prise en charge à 15h à la sortie du métro de Malpasset. Et là, sa copine lui dit « Mais fais attention quand même, tu connais pas ce monsieur, tu vas pas aller là-bas, il faut faire attention, tout ça. » Et elle, Fatima, contente comme tout d'avoir enfin un appel, parce que c'était le premier appel qu'elle a reçu. Elle lui dit « Mais non, ne t'inquiète pas, d'ailleurs, tiens, je te donne le numéro de téléphone d'où il m'appelait. » Et c'était un numéro en 04, donc pour elle, c'était un numéro fixe. C'était pas un numéro de portable. Pour elle, ça l'a mis en confiance. Je pense que ça l'a mis en confiance. En plus, le monsieur ne lui a pas donné rendez-vous dans un quartier malfamé de Marseille pour garder des enfants. Il lui donne rendez-vous à la sortie de métro à 15h. Comment pouvait-elle se méfier? Elle n'avait aucune raison de se méfier. A priori, les caractéristiques du rendez-vous et de l'activité n'ont rien d'inquiétant. Et elle rejoint Mehdi, qui est dans le centre de Marseille, où elle lui explique que ça. Donc il dit, écoute, je vais t'accompagner. Tous les deux prennent le métro pour aller jusqu'à Malpasset. Ils arrivent dans la bouche de métro. Et au moment où elle va sortir, Fatima lui dit, écoute, t'es pas trop bien fringué, tu es pas très bien vêtu, ne m'accompagne pas. Il vaut mieux que mettre toutes les chances de mon côté pour avoir ce poste. Donc Mehdi, il dit d'accord. Il fait demi-tour. Et là, c'est le premier étonnement de ce dossier. Pourquoi est-ce que Mehdi ne l'accompagne pas jusqu'au lieu du rendez-vous? Ça ne colle pas avec l'attitude de Mehdi au quotidien, qui est un garçon qui l'accompagne chez ses parents jusque derrière la porte et qui ne quitte jamais le palier de la maison de Fatima tant que la porte n'a pas été complètement refermée. Le père ne comprend pas. La mère ne comprend pas. Comme un timbre, sur une enveloppe. Il est toujours collé derrière elle. Il était vraiment présent dans sa vie, voilà. Et le jour où elle a un rendez-vous, il ne s'arrête pas, même pas 2 secondes pour voir, je sais pas moi, avec qui elle a un rendez-vous. Je sais pas moi, ta copine, elle a un rendez-vous avec une personne, avec quelqu'un. Tu regardes juste 2 minutes, par curiosité. Voilà, c'est tout. Ça te prend juste 2 minutes. Pourquoi il n'est pas resté? Il explique qu'il était habillé en survêtement et qu'il ne voulait pas faire mauvaise impression. Malpasset, la bouche du métro, elle est vitrée. On peut regarder de la bouche, en dehors, on peut voir tout ce qu'il y a. Vous pouvez discrètement rester derrière elle, comme s'il ne la connaissait pas, voir sur quelle voiture elle monte. Il me croit bête ou quoi? Moi, je ne le crois pas. Ça ne fait pas de Mehdi un coupable. Mais ça légitime les questions que se posent raisonnablement les parents. Les enquêteurs, à mon avis, ne se sont pas suffisamment appesantis sur le sujet. Ils se sont contentés de constater que Mehdi repartait dans l'autre sens avec une autre voix.
Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il repart dans le centre-ville et d'ailleurs, c'est bien filmé par les caméras de surveillance du métro où on voit bien Mehdi faire demi-tour, repartir, sortir dans le centre-ville. Son téléphone borne bien là où il dit. La police poursuit l'audition de Mehdi et le jeune homme leur explique que le jour de la disparition de Fatima, 2 heures après qu'il l'ait laissée à la station du métro Malpasset, il avait reçu un étrange SMS de Fatima. Mehdi reçoit vers les 17h un SMS du portable de Fatima qui lui dit à substance « Bébé, j'ai rencontré une copine, une ancienne copine, je passe le week-end, je te tiens au courant ou je te rappellerai, tout ça ». Ça surprend Mehdi. Jamais Fatima, elle demande pour aller chez les copines ou les copains ou pour aller dormir chez eux. C'est pas Fatima qu'elle dit ça. Non, non, non. Parce que chez nous, à la maison, quand on veut sortir, on demande toujours la permission des parents. On a grandi sur ça, c'est nos traditions, c'est nos coutumes, on est comme ça, des Arabes d'origine. Pourquoi Mehdi reçoit, lui, ce message? Il vit chez ses parents. Si on veut rassurer et faire en sorte que tout aille bien, c'est aux parents qu'il faut envoyer un texto. Papa, je rentrerai à la fin du week-end. C'est pas à lui de recevoir le SMS. C'est quoi, lui? C'est son frère, son mari, son père, sa mère? Et en plus, ma sœur Fatima venait de se faire opérer des 2 genoux. Elle marchait même avec des béquilles. Et elle prenait aussi un traitement. Et le jour où elle est partie sans vêtements, sans traitement, sans rien du tout. Même si on va passer la nuit chez une copine, au minimum, on prend, je sais pas moi, on prend quelque chose pour dormir. C'est trop bizarre. C'est pas ma sœur. Mehdi a la conviction que c'est pas Fatima qui l'envoie. On est dans les premières heures de la disparition. Pas de réaction? Pourquoi il a perdu le temps? Pourquoi il n'a rien dit à la police? Il a perdu 24 heures. Il a fait quoi à ma fille? Il a quelque chose pour il a fait tout ça. Mehdi, dans la soirée et puis dans la nuit, il a essayé de retrouver Fatima en refaisant le chemin inverse. Il est allé dans les métros, il a demandé si on n'avait pas vu une jeune fille, donnant un signalement. Mais enfin, à Marseille, pour trouver quelqu'un, c'était voué à un échec. Il a expliqué à plusieurs reprises, Mehdi, lors de ses auditions, il n'a pas voulu affoler les parents. Il trouvait le SMS bizarre, mais il ne pouvait pas penser au pire. Peut-être qu'elle a vraiment rencontré une copine. Il avait quand même ce SMS qui l'a induit en erreur. Le SMS, il venait bien de son portable à elle. Qui pouvait penser qu'elle a dû disparaître en plein centre de Marseille à 15h de l'après-midi? Et il se le reproche. Le problème, c'est qu'il se le reproche. Il se reproche de ne pas avoir accompagné sa copine à la sortie du métro. Il n'arrête pas de dire « mais si je l'avais accompagnée, elle serait encore là. Je suis responsable moralement ». Souvenez-vous, Fatima avait laissé à son ami le numéro de téléphone de l'homme qu'il avait appelé pour du babysitting. Les enquêteurs vont alors récupérer ce numéro et découvrir qu'il s'agit en réalité du numéro d'une cabine téléphonique marseillaise. Impossible donc d'identifier l'auteur du coup de fil. Les policiers vont alors essayer de géolocaliser le téléphone de Fatima, mais ils vont s'apercevoir que son portable a été coupé à 17h, juste après ce mystérieux SMS. Les jours passent et toujours aucune nouvelle de la jeune Fatima. Alors Mehdi, qui n'en peut plus d'attendre, va appeler à l'aide la population marseillaise. Il a commencé à faire des affiches, à mettre la photo. Il allait à la mairie annexe, il est allé au conseil régional, dans les associations où on lui faisait des photocopies. Les photocopies, il allait les placarder sur les cabines téléphoniques, dans les bouches de métro, dans les magasins. Il a parcouru toutes les rues de Marseille. Mehdi a placardé des affiches en mettant son seul numéro, comme si nous, on n'existait pas. Normalement, il file tous les numéros. Le père, la mère, lui, c'est bon. Il y a des marches blanches d'organiser, et là, sans distinction de race, de couleur ou de religion. Un Marseillais, c'est un Marseillais. Vous avez la population de Marseille, unie derrière des bannières, en cortège, qui marche pour Fatima, à l'unisson, derrière les propos scandés par Mehdi. Ça m'a donné la frisson. Je dis, pourquoi ce garçon, il fait tout ça, il fait comme ça? Il fait des manifestations, il prévient même pas mes parents. Mes parents, ils sont les derniers à être informés, les derniers, mais vraiment les derniers, 1 heure à l'avance. On dirait, Fatima, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas de frère, il n'y a rien du tout, que lui. On est absent de tout ça. Et on regardait derrière comme des simples spectateurs.
Il s'est fait afficher sur les médias, il s'est fait bien médiatiser qu'en quoi c'est lui qui cherche Fatima, l'amoureux qui cherche sa petite copine. Lui, il s'en fiche pour nous. Lui, il cherche le public et la police. Il a même dit que ma fiancée. Devant tout le monde, ma fiancée, ça veut dire, c'est officiel. De quel droit il est fiancé? Est-ce qu'on lui a donné la main de notre vie? Non. Comment il est fiancé? Il est fiancé avec l'air. J'ai parlé à plusieurs reprises aux enquêteurs que c'est Mehdi, le suspect. On a déposé à plusieurs reprises des plaintes et ils n'ont pas pris nos paroles en considération. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, les enquêteurs, ils n'ont pas vraiment fait leur travail. Ils n'ont pas approfondi leur recherche. Mehdi, c'est le dernier à l'avoir vu. C'est lui qui a reçu le message, comme par hasard. C'est vraiment trop troublant. Cela n'en fait pas pour autant un coupable. Loin de là mon idée. Mais chacun doit comprendre que les parents ont besoin, à un moment, d'avoir des réponses à leurs questions. J'étais énervée pour la justice. Pourquoi j'écris pour le procureur, j'écris pour tout le monde. J'ai demandé pour mon avocat que je vois Madame la juge pour lui expliquer comme ça, pour un montant et tout. Elle m'a vue une fois. On a parlé, mais c'est comme si nos paroles sont parties en fumée. Il y a 1500 PV ou plus, il n'y a pas une page qui parle de nous. C'est pas étonnant, comme si cette fille n'a pas de parents. Ils ont l'impression d'avoir été méprisés, et je le dis, ils ont été méprisés dans ce dossier. Ils ont été piétinés, ils ont été réduits en charpie, ils ont été broyés par une machine judiciaire qui n'a fait qu'une seule chose, communiquer. Quand quelqu'un disparaît, de suite, le premier suspect, c'est la personne qui vit avec. Que ce soit la femme ou le compagnon, c'est le premier suspect. Et c'est normal, c'est normal. Donc tout a été vérifié. Tout ce qu'a dit Mehdi a été vérifié et confirmé. On les voit arriver au métro Malpasset. On les voit monter l'escalier. Il fait demi-tour. Il repart dans le sens inverse, où il est suivi par les caméras de surveillance jusque dans le centre de Marseille. Et elle sort. Elle sort, on ne la voit plus. Et après, Mehdi, par le téléphone, on arrive à le suivre. Tout ce qu'il a dit, ça a été bien vérifié. Il n'y a aucun doute. Il n'empêche que les parents de Fatima, eux, restent aujourd'hui encore convaincus que Mehdi a fait enlever Fatima parce qu'il refusait de lui donner sa main. Ce sont leurs certitudes, mais attention, soyons clairs, rien dans le dossier ne permet d'envisager cette thèse, et surtout rien ne permet de soupçonner Mehdi. C'est d'ailleurs grâce à l'importante médiatisation orchestrée par Mehdi que l'enquête va enfin rebondir. C'est un témoin, il s'agit d'une femme, elle s'appelle Suzy, elle est mendiante à la gare Saint-Charles à Marseille. Son témoignage est troublant. Elle explique que 3 ou 4 jours avant la disparition de Fatima, il y a un monsieur qui l'a contactée alors qu'elle était à la gare Saint-Charles et qui lui a dit « Écoutez, est-ce que vous seriez d'accord de téléphoner à une jeune fille parce que je cherche une babysitting, mais quand c'est moi qui appelle, les jeunes filles ont un peu de réticence, donc vous, comme vous êtes une femme, est-ce que vous seriez d'accord? Et puis je vous donnerai 10 €. Elle accepte. Et tous les deux sont partis vers une cabine où elle a appelé des numéros de téléphone, elle a appelé 3 numéros de téléphone. Le monsieur avait noté ces numéros de téléphone sur une feuille de papier. Et au fur et à mesure, il disait « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça ». Elle appelle une jeune fille, un numéro qui ne décroche pas. Elle appelle de suite une autre jeune fille. Et là, la dame dit « cette fille, elle avait un accent canadien, étranger, je n'ai pas très bien compris ce qu'elle disait. Comme je ne savais pas trop ce qu'il me fallait demander, j'étais obligé de demander au monsieur ce qu'il me fallait répondre. Et ça l'a gêné. Et c'est la 3e qui a accepté le rendez-vous. Une jeune fille qui avait rendez-vous à 19h au métro Malpasset. Et là, ça s'arrête. Là, ça s'arrête. Le monsieur lui donne les 10 € et puis s'en va. La description physique qu'elle donne lors de l'élaboration du portrait robot, c'est un individu méditerranéen, entre 40 et 50 ans, mince, pas très gras, un peu passe-partout, si on peut dire, sur Marseille, un peu passe-partout. Hein. Cette mendiante, Suzy, parle d'un rendez-vous pour une garde d'enfants au métro Malpasset, comme Fatima. Et les appels sont émis d'une cabine téléphonique, encore une fois, comme pour Fatima. Pour les enquêteurs, les similitudes sont troublantes. Ils décident alors de relever le listing des appels passés de la cabine téléphonique, indiqué par Suzy, et retrouvent les numéros des jeunes filles que la mendiante avait contactées à la demande de cet homme mystérieux.
Toutes les trois confirment les déclarations de Suzy. La jeune fille qui avait accepté le rendez-vous à la station Malpasset explique aux policiers que finalement elle ne s'y était pas rendue car elle avait trouvé cet appel un peu bizarre. Fatima, elle, sera contactée 2 jours plus tard, mais par un homme directement. Les policiers en déduisent que l'homme, ayant vu son rendez-vous annulé, avait décidé dans l'urgence de contacter une nouvelle jeune fille sans passer cette fois par un intermédiaire, comme Suzy. Pour la police, c'est certain, le mode opératoire est le même et c'est de toute évidence le même homme qui organise ces rendez-vous. C'est alors qu'une autre affaire va monopoliser la brigade criminelle de Marseille. Après la disparition de Fatima, il va y avoir une série d'enlèvements à Marseille de 3 prostituées. Une autre affaire va éclater à compter du mois d'octobre 2008 avec la disparition d'une jeune femme, une prostituée russe, Irina, qui va être suivie à brève échéance, tous les 15 jours à peu près, par une autre disparition, celle de Christina, une jeune roumaine, et enfin par la disparition d'une jeune algérienne, Zineb. La population, la presse locale est marquée par ces disparitions en chaîne. Les policiers sont sur le qui-vive. Dans l'histoire criminelle marseillaise, on n'a jamais connu pareille situation. Le point commun de ces 3 disparitions, c'est que véritablement, ces jeunes femmes se volatilisent du jour au lendemain. Il y a véritablement un blackout total qui se fait pour chacune d'elles au moment de leur disparition. Irina disparaît sur le boulevard Sakakini, qui est un lieu, une grande artère marseillaise connue pour ses lieux de prostitution. Donc elle disparaît aux alentours de 23 heures. Par la suite, Christina se prostitue et travaille plus au sud de la ville, vers l'avenue du Prado, disparaît également un petit peu plus tôt dans la soirée, vers 20 heures. Et Zineb également va disparaître un peu plus tôt, elle, dans la soirée, vers 20 heures. Donc le point commun, ce sont ces disparitions qui sont totales, subites. Ces 3 disparitions restent également un mystère. Mais le 11 novembre 2008, les enquêteurs vont recueillir un témoignage capital, celui de Soumia et les prostituées, et son récit est terrifiant. Elle explique qu'elle a été abordée donc la nuit par un client qui paraissait fort sympathique au départ. L'individu tourne autour des prostituées, engage la conversation, revient, fait un tour ailleurs, puis repasse. Alors ça a bien marché, tu as fait une bonne soirée, tu as fait de l'argent. Donc il crée un contact, il crée un lien. Donc Soumia va nous expliquer qu'il l'a mise en confiance. Il proposera à Soumia 900 €. Et cet élément va être déterminant parce que, comme vous pouvez l'imaginer, une passe à 900 € dans les rues de Marseille, on est bien loin des tarifs. Qui lui a indiqué que faire l'amour dans une voiture, c'était pas satisfaisant pour lui, que c'était pas suffisamment respectueux de la femme. L'hôtel non plus, ça lui plaît pas parce qu'il n'aime pas dormir dans des draps qui ont déjà été utilisés par d'autres et qu'il est très maniaque. Et que donc on sera plus tranquille chez lui, que sa femme n'est pas là pour l'instant. Et donc elle accepte d'aller à son domicile et une fois que la porte se ferme, elle nous dira que le chat s'est transformé en tigre. C'est-à-dire qu'il y a un basculement immédiat dans le comportement de cet être qui était affable et sympathique, qui devient d'une violence et d'une perversité absolue. Il lui dit, espèce de chienne, c'est moi le maître ici. Une fois que la victime est enfermée, il se révèle, il tombe le masque. Et là, il incarne le diable dans ce qu'il y a de plus atroce, puisqu'il explique à la victime que maintenant c'est lui le maître, qu'il va falloir être gentil avec lui, qu'il va falloir obéir et tout accepter, qu'il est la puissance incarnée, et que la vie et la mort passeront par lui. Alors il faut imaginer dans un appartement qui est totalement vide de meubles. L'avant de l'appartement est dans le noir le plus total. Il a pris le soin d'éclairer uniquement les pièces du fond. À un moment donné, il lui dit qu'il aime les femmes gentilles, qui ne se rebellent pas, et que pour toutes les femmes qui ne lui obéissent pas, voilà ce qu'il en fait. Et là, il ouvre la porte de la salle de bain et Soumia verra un corps avec la tête reposant sur le rebord de la baignoire, un corps inanimé d'une jeune femme blonde, un corps humain qui était décédé. Un tableau d'horreur. Ce qu'elle décrit, c'est l'enfer absolu. Il dit qu'il aime les femmes naturelles, non maquillées, sans bijoux. Quand il découvre qu'elle a conservé ses boucles d'oreilles,
C'est un déferlement de coups. Et il arrive, il va dans la pièce d'à côté, il revient avec une paire de tenailles et il lui dit qu'il va lui couper les oreilles. Elle nous explique qu'il l'a fait se mettre à genoux, de dos. Elle l'entendait farfouiller parce qu'il y avait un sac où il avait rangé un tas d'objets de torture, résistance électrique, bouteilles d'acide, enfin bon, des cordelettes. Et qu'elle était de dos et qu'elle attendait le moment où elle allait mourir. Elle a vécu une nuit de cauchemar. Il y avait autant de violence que de perversité sadique. Qu'elle va tenter, cette survivante, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, elle va réussir à gérer avec des ressources psychologiques hors du commun, extraordinaires, puisqu'elle va, c'est sans doute un réflexe de survie, elle va tout faire pour sauver sa peau, et notamment elle va essayer d'aller dans son délire, dans sa perversité, faire croire que ça lui plaît, faire croire qu'elle est consentante, faire croire qu'elle aime les hommes qui sont dominateurs comme il est, et donc ça va marcher. C'est comme ça qu'elle va sauver sa peau. Dans un élan de puissance absolue, il relâche Soumia. Elle décrit parfaitement un homme d'une cinquantaine d'années, cheveux gris, de type méditerranéen. Elle le décrit parfaitement, parfaitement. Un homme de 45-50 ans, de type méditerranéen, le même portrait robot que celui établi par Suzy, la mendiante de la gare Saint-Charles. Serait-il l'homme responsable de la disparition de Fatima? Possible. Car avant leur disparition, Zineb et Christina avaient elles aussi été contactées d'une cabine téléphonique. Ce qui est certain, c'est que le bourreau de Soumia est très probablement le ravisseur des 3 prostituées. Car avant de disparaître, elles avaient, elles aussi, parlé à des collègues d'une passe à 900 €. Qui est cet homme? Les enquêteurs vont retrouver sa piste grâce à la puce du téléphone portable d'Irina. Le lendemain de sa disparition, la puce a été introduite dans un portable qui appartient à un certain Saïf. Ce Saïf est donc immédiatement convoqué à l'évêché. Donc Saïf va être auditionné par les policiers et le Saïf en question va effectivement se rappeler que quelques jours plus tôt, il a été arrêté dans la rue par un individu qui lui a demandé, contre 10 €, de lui prêter son boîtier dans lequel il a introduit la puce téléphonique d'Irina Sitnik. Il dit aux policiers, je l'ai prêté à quelqu'un qu'on voit souvent tourner dans le quartier. Donc, Alors là, les policiers vont un peu le chahuter, le Saïf. Il sort de garde à vue, Saïf, il est remonté parce qu'il se dit, mon Dieu, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Il sort du commissariat et tombe nez à nez avec la personne qui lui a demandé d'insérer cette puce téléphonique. Dans un film, je ne suis pas sûr qu'on aurait accepté de mettre ça dans un scénario tellement c'est invraisemblable. Donc il voit cet individu, il lui demande de s'arrêter. L'individu le regarde, lui le repousse de la paume de la main, s'engage une course-poursuite sur le boulevard de la Canebière. Donc Saïf interpelle un motard de la police municipale en disant « Ah, voilà, il faut vite interpeller, il se passe quelque chose de grave. » Il va interpeller une patrouille de police en disant « Je viens de sortir de l'évêché. L'homme de qui j'ai parlé et qui m'a demandé de pouvoir utiliser mon téléphone, il est là. » Et il se fait attraper à ce moment-là. C'est à ce moment-là, simplement, qu'on identifie cet individu qui jusque-là n'était pas identifié et qui va s'avérer être Patrick Salamé. C'est un homme qui a une vie de famille, qui a une femme, qui a 2 enfants. Qui, en apparence, a une vie rangée, en apparence simplement, puisqu'il a un parcours judiciaire qui est déjà fortement inquiétant. Et qui ne s'était pas fait remarquer, si on peut dire, depuis sa sortie de prison il y a quelques années auparavant. Patrick Salamé a 51 ans, c'est un ancien chef de chantier dans le bâtiment. En 1989, il avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour braquage et séquestration avec violence. Le profil de cet homme intéresse la brigade criminelle, d'autant que lors de son interpellation, ils vont retrouver chez lui des cartes téléphoniques alors qu'il dispose d'un téléphone portable et de 2 lignes fixes. C'est beaucoup pour un seul homme. Les policiers font également découvrir que sa famille est propriétaire de plusieurs appartements dans une résidence à Marseille. Et l'un de ces appartements inoccupés était la garçonnière de Patrick Salamé. Une perquisition y est donc immédiatement ordonnée. Bien évidemment, cet appartement va donner lieu à toutes les analyses et à toutes les recherches. On va retrouver des effets personnels, notamment les bijoux d'Irina,
un petit bracelet avec une main de Fatma de Zineb, qui avait été offert à Zineb et qu'elle ne quittait pas, c'était un porte-bonheur. La culotte de Zineb, qu'il prétend ne pas connaître à ce moment-là. Prétend qu'il ne fréquente pas les prostituées, qu'il n'a jamais vu ses filles, enfin c'est totalement invraisemblable. Et puis on trouvera progressivement mais vraiment des minuscules traces d'ADN, d'éléments pileux, qui démontreront que les prostituées qui ont disparu sont passées dans cet appartement. On va y trouver également une bouteille d'acide qui permet d'enlever toute trace éventuelle du passage des corps. Et on va surtout y trouver un arsenal complet servant à la torture. Une pince, Alors il nous dira que c'était pour faire les vignes. On va y retrouver un taser qui permet de neutraliser une victime. On va y retrouver des cordelettes. On va y retrouver des gants chirurgicaux. Alors il nous dira que c'était pour faire les travaux, parce qu'il est bricoleur, des gants en latex. On va y trouver un diable pour transporter des charges lourdes. Et on va y trouver éléments particulièrement sordides au milieu de la pièce, alors que l'appartement est en parfait état de travaux et en tout cas que le plafond ne menace en rien de s'effondrer. On va y trouver au milieu de la pièce, qui nous a été décrit déjà par Soumia, c'est là qu'elle a été torturée, une potence, un étai planté au milieu de la pièce où manifestement il immobilisait et accrochait ses victimes. Alors il va être très embarrassé par cette découverte et il nous dira au final qu'en fait, il se servait de cet étai pour caler un coussin derrière l'étai et pour le transformer en tête de lit, ce qui est totalement invraisemblable. Au moment où cette affaire a éclaté, j'habitais à l'endroit où se seraient passés les faits. Et lorsque la police est venue m'interpeller en me disant oui, perquisition, votre frère, tout ça, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait, mon frère? Ils m'ont dit un seul mot, tueur en série. Et alors là, j'étais abasourdie. Je tenais plus sur mes jambes. J'y croyais pas. C'était un choc terrible. Mon frère, accusé d'être un tueur en série. La famille est très très respectable sur Marseille. Et d'après ce que j'ai vu dans le dossier, c'est que c'est une famille très 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 bien. Un père qui a été militaire pour l'armée française, ils sont d'origine syrienne et libanaise, son père et sa mère, et qui a élevé ses enfants plutôt avec droiture et encadrement. Et puis à partir de là, j'ai commencé à écouter les informations, lire les journaux. Et tout ce que je lisais, c'était accusateur. Donc moi, je suis comme tout le monde. Moi je voyais ça, mais j'ai dit, mon Dieu, je commençais vraiment à me poser des questions. Et si c'était vrai? Pendant un moment, il nie connaître des prostituées, mais ça s'explique et c'est toujours comme ça. Il est marié, il a des enfants, donc non, il ne connaît pas les prostituées. Très rapidement, il reconnaît qu'il va voir des prostituées et il dit, bah oui, je connais ces prostituées. Elles sont venues, d'ailleurs, ne sont pas les seules dans cet appartement. Confronté aux réalités, mais qui sont complètement objectives du dossier et aux analyses d'ADN, aux analyses techniques, il est forcément obligé de reconnaître qu'il a vu, qu'il a fréquenté, mais dit-il dans un rapport normal, aussi bien Irina, Christina que Zineb. Il indique avoir eu des relations avec ces trois jeunes femmes, des relations tarifées à son domicile, et il est normal qu'on retrouve des traces de la présence ou du passage de ces jeunes femmes à son domicile. Donc il n'a vraiment pas eu de chance, parce qu'il faudrait qu'il ait été, dans les trois cas, la dernière personne à les avoir vues en vie, et puis après qu'elles disparaissent immédiatement et de façon définitive après l'avoir rencontrée. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de chance. Et puis surtout, il reste le témoignage écrasant de Soumia. Elle confirme que Patrick Salamé est bien son tortionnaire et confirme que son lieu de torture est bien la garçonnière de Patrick Salamé. Tout part de Soumia. Toute la procédure part de cette personne. Et tout le monde avale cette histoire de prostituée qui se fait violer. Pour quelqu'un qui aurait commis ce qu'elle dit qu'il a commis, pour quelqu'un qui lui aurait montré un corps d'une femme morte dans une baignoire, ce qu'affirme Soumia, pour ensuite aller à 3 heures du matin la redéposer sur son lieu de prostitution, il y a quand même quelque chose qui est absolument invraisemblable. Je ne crois pas celle qu'on décrit en procédure quand même comme étant la survivante, comme si elle avait échappé miraculeusement
aux griffes de Patrick Salamé. Elle n'a pas échappé miraculeusement aux griffes de Patrick Salamé. Il la raccompagne sur son lieu de prostitution. Elle n'est pas partie en s'enfuyant. Il la raccompagne. Je pense que quand on est un tueur en série, on ne fait pas dans la dentelle et qu'un témoin est un témoin et qu'il doit disparaître tout simplement. On ne peut pas laisser partir quelqu'un libre quand il a vu un cadavre. C'est pas possible, parce qu'on sait très bien qu'elle va le dénoncer. Donc c'est vrai qu'on se met à douter, et on ne peut pas faire autrement, du témoignage de Soumia. Et non pas qu'il y ait eu cette relation sexuelle, ils le reconnaissent tous les deux, mais que cette relation soit faite comme elle le décrit, c'est-à-dire de façon extrêmement violente, et puis avec un moment où il lui montre un corps dans une baignoire, dont on sait que ça ne peut pas être le corps d'une des autres prostituées disparues. Parce que ça aussi, c'est un point, bizarrement, dont personne ne parle, mais quand même fondamental. Tout ça a lieu avant la première disparition de prostituées, et beaucoup trop tard par rapport à la disparition de Fatima pour que ce soit Fatima. Nécessairement, une thèse va commencer à voir le jour qui tendrait à faire un lien entre Fatima qui a disparu et ces fameuses 3 prostituées. Ça ne peut pas être Fatima. Et ça ne peut pas être les 3 autres prostituées. Alors c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Moi, j'ai posé la question à l'enquêteur. Et vous savez ce qu'on me répond ? C'est que c'est peut-être une autre prostituée dont on ne sait pas qu'elle a disparu. Dès le début de sa garde à vue, Patrick Salamé crie au complot et dénonce des hasards malheureux. Il n'empêche que le portrait robot de Soumia, établi avant que Patrick Salamé ne soit identifié, lui correspond parfaitement, tout comme celui de Suzy, la mendiante de la gare Saint-Charles. Mais la défense de Patrick Salamé va également fragiliser le témoignage de Suzy. Dans un premier temps, elle ne reconnaît pas Patrick Salamé. C'est quand même très important. C'est-à-dire que la première fois qu'on lui présente dans une parade, derrière une vitre sans teint, elle ne le reconnaît pas. Elle est face à lui, elle ne le reconnaît pas. Elle va le reconnaître sur une planche photographique à peu près un mois plus tard, en décembre, et à ce moment-là, expliquer qu'elle l'avait peut-être reconnu, mais elle n'en était pas sûre la première fois. Mais c'est quand même un élément fondamental. C'est-à-dire qu'au moment où la première fois, elle est en face de lui, alors que l'affaire s'ébruite à peine, et donc le visage de Patrick Salamé n'est pas connu autant qu'il le sera en décembre quand elle le reconnaîtra, elle ne le reconnaît pas. Et donc ça pose déjà un premier doute sur le témoignage de Suzy. Au début, elle hésitera, parce qu'elle a tellement peur. Il y avait une pression très importante et on attendait beaucoup d'elle. Suzy n'a jamais appelé Fatima. Elle n'a jamais composé le numéro de Fatima. C'est établi à la fois par ses déclarations, mais c'est établi par la facturation détaillée de cette fameuse cabine téléphonique. On sait précisément l'horaire et les numéros qui ont été appelés. Fatima n'a pas été appelée ce soir-là par cette dame à l'initiative de cet homme qui serait éventuellement Patrick Salamé. On n'a pas envoyé aux assises qu'un individu sur le témoignage d'une femme qui est à la gare et qui pense que peut-être comme ça. Tout ce qu'a dit le témoin Suzy est confirmé par des moyens techniques. Les enquêteurs ont en effet un élément matériel qui relie Patrick Salamé à Fatima Saya, la carte de transport marseillais de Salamé. On découvre que cette carte est activée le 3 mai 2008, soit 5 jours avant la disparition de Fatima, à proximité d'un cybercafé de la Cadmière, où l'individu s'est connecté pour consulter l'annonce de babysitting de Fatima, mais aussi celle des 3 jeunes filles contactées par Suzy. C'est d'ailleurs la seule fois que l'annonce de Fatima sera consultée. Troublant, non? Et ce n'est pas tout. Cet individu, Patrick Salamé, les enquêteurs vont s'apercevoir que après la disparition de Fatima, et après la médiatisation, où tout Marseille savait qu'on cherchait un individu qui pouvait correspondre avec le portrait robot qui a été donné par le témoin Suzy, on va s'apercevoir que Patrick Salamé fait en urgence une demande de passeport. Il veut quitter le territoire français, et puis il ne le quittera pas. Il va s'expliquer d'une façon en disant « Non, mais je voulais partir travailler à l'étranger, mais je ne savais pas trop. » Et puis même ça interpelle même la famille. Parce que d'après sa famille, il ne parlait pas l'arabe, il ne parlait pas l'anglais, donc aller travailler à l'étranger, il fallait quand même avoir un minimum. C'est là où les enquêteurs font un rapprochement. Les policiers de Marseille sont à présent convaincus que Patrick Salamé est à l'origine des disparitions des 3 prostituées, Irina, Christina et Zineb, mais aussi de Fatima. Oui, mais il y a un problème.
Dans cet appartement dans lequel on retrouve des éléments liés aux 3 prostituées qui ont disparu, il n'y a absolument rien qui lie cet appartement à Fatima Saya. Rien du tout. Aucune trace ADN, aucune trace vestimentaire, aucune trace biologique de Fatima dans le véhicule de M. Salamé, dans la maison de M. Salamé et dans tout l'entourage géographique de M. Salamé. C'est que Fatima n'est jamais montée dans ce véhicule, Fatima n'a jamais été accompagnée à ce domicile et que Fatima n'a pas été enlevée tout simplement par Patrick Salamé. Fatima ne pouvait pas être allée dans l'appartement des prostituées, l'appartement était occupé par une famille. Ce qui explique qu'on ne retrouve aucun élément d'identification de Fatima dans cet appartement. Les enquêteurs ont pu établir qu'au moment de la disparition de Fatima, quelques mois auparavant, l'appartement, lui, n'était pas libre, mais en revanche, il y avait une maisonnette qui était libre pendant la disparition de Fatima. Mais ça, il l'a su qu'après. Sauf qu'entre-temps, tout avait été modifié. La famille avait repris possession de cette maisonnette pour l'occuper, je crois bien, donc ils avaient refait entièrement. Ils avaient refait le toit, ils avaient refait le carrelage, donc impossible de retrouver de l'ADN, c'est impossible. Dans ce dossier, un des éléments les plus incompréhensibles, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le moindre élément du corps des 4 personnes qui ont disparu, 3 prostituées et Fatima Saya. Or, c'est absolument extraordinaire, et ça se comprend vu l'importance du dossier, ce que les enquêteurs ont fait pour retrouver les corps. D'où la question que j'ai posée à l'enquêteur. Mais qu'est-ce que vous en déduisez? Quand je dis ça à l'enquêteur en chef, vous savez ce qu'il me répond? Je dis, comment vous expliquez que vous n'avez rien trouvé? Il m'explique, parce qu'il était plus fort que nous. Voilà, c'est tout. Bon, moi, c'est pas ma conception que je me fais de l'enquête. Pour vous ou pour moi, c'est peut-être difficile de faire disparaître un corps. Mais pour ceux qui veulent, ils peuvent faire disparaître très facilement un corps. Il y a des techniques qui font qu'on ne retrouve plus rien. Ou alors, si ce n'est que plusieurs années plus tard. Il a une spécialité d'ingénieur béton. Je veux dire, là, il y a aucun élément, ça n'engage que moi, il n'y a aucun élément dans le dossier. Mais, vous savez, on peut couler un corps dans du béton, on ne retrouvera jamais. Hein. Le juge d'instruction, c'est pas un magicien, hein. Il ne peut pas mener des investigations sur tous les chantiers en cours aux alentours de Marseille. Hein. Il n'y a rien dans ce dossier. Dire comment on peut accuser quelqu'un de crime alors qu'il n'y a aucune preuve de ce crime. Le fait qu'il n'y ait pas de corps, c'est quand même le cœur du dossier. Et ça doit quand même faire réfléchir sur l'hypothèse que peut-être on est en train de se tromper tout simplement de personne. Il y a des éléments de pistes non exploitées qui auraient pu, si elles avaient été instruites de la même façon, peut-être conduire à trouver 1, 2 ou 3 coupables. Parce que moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas un seul tueur. Il y en a probablement 3. Je pense effectivement que la piste d'un seul homme, ne serait-ce déjà que sur le dossier des prostituées, la piste d'un seul homme est éminemment contestable. Et si on y ajoute le dossier de la disparition de Fatima, on est sur un auteur de plus, très certainement, parce que je reste aujourd'hui vraiment convaincu que Patrick Salamé est innocent de la disparition de Fatima. Pendant 6 années, j'ai pas vu mon frère. 6 années, c'est le temps qu'il m'a fallu d'enquête, de réflexion, d'analyse, pour être sûr, pour avoir la conviction que mon frère était innocent. En tant que femme, premièrement, et en tant que sœur, jamais, jamais, je n'aurais pu pardonner à mon frère d'avoir violé, d'avoir séquestré, d'avoir tué. Jamais j'aurais pu lui pardonner. Il est dans un recours à des explications qui sont de l'ordre du complot. C'est pas un délit de faciès, quoi. Je veux dire, c'est pas un crime de faciès. Personne n'en veut à Salamé. Il y a des éléments d'ADN, des éléments de reconnaissance, des éléments de téléphonie, des éléments objectifs, des éléments scientifiques qui sont imparables. Alors je crois que c'est une technique de défense, de dire oui, moi je suis l'objet d'un complot. Avant c'était le complot de Soumia, après ça a été le complot de Zahir, après ça a été le complot des uns, des autres, Pierre-Paul Jacques. Maintenant c'est le complot d'on ne sait plus qui. En fait j'ai une mauvaise gueule, je plais pas, mais c'est pas du tout ça. Hein. Je veux dire, il faut être sérieux, quoi. Je veux dire, il y a vraiment des éléments très lourds, très lourds. Il n'y a jamais eu de disparition semblable avant l'affaire Salamé, et une fois qu'il sera interpellé, ces disparitions vont cesser directement.
Pour l'accusation, c'est certain, Patrick Salamé est responsable de la disparition de Fatima. Selon les expertises psychiatriques, Salamé est un dominant pervers qui se délecte de la souffrance qu'il inflige à ses victimes. Le juge d'instruction décide alors de convoquer la famille Saya. Cette famille déchirée, enfin, elle va être confrontée à la justice. Et là, nous avons le magistrat instructeur qui, dans une attitude robotique, mécanique, d'un professionnalisme chirurgical, va annoncer sa thèse. En ces termes, Madame Saya, Monsieur Saya, je vous ai convoqué pour votre fille Fatima. J'ai résolu votre affaire. Patrick Salamé est présumé avoir enlevé, séquestré, torturé des prostituées et les avoir tuées. Il a fait ça à Fatima. J'étais absolument sidéré. Vous annoncez ça à mes clients comme ça? Les parents ont d'abord fondu. Ils se sont désintégrés. Ils n'étaient plus présents à mes côtés. J'avais une masse Saya. Ils étaient fusionnés dans la douleur. Et puis le père, après avoir séché ses larmes, dit « Les prostituées que vous dites que Salamé a tuées, on a retrouvé de l'ADN, on a retrouvé des cheveux. » La juge dit « Oui. » Il dit « Pour ma fille, vous avez retrouvé quelque chose? Un petit morceau de quelque chose, un petit morceau de chaussure, un petit morceau de vêtement, un petit cheveu, une petite trace d'ADN. Vous avez trouvé ça ?» La magistrate qui dit « Non, on n'a rien trouvé. » Alors le papa lui dit « Mais alors pourquoi vous nous dites ça comme ça? Qu'est-ce que vous en savez ?» On a trouvé des traces des autres femmes, mais pour ma fille, il n'y a aucun ADN, aucune trace. Ils n'ont rien trouvé de Fatima. Ni téléphone, ni l'ADN, ni corps. Rien du tout. Et ma fille ne correspond pas au profil de Patrick Salamé. Lui, son point faible, c'était les prostituées. Et ma sœur, c'est une étudiante. Ensuite, le mode opératoire n'est pas le même non plus. Elle est disparue en pleine journée. Patrick Salamé, il allait chercher ses victimes et le soir, pas la journée. C'est pas son profil, voilà. Ça veut dire que ma sœur, elle n'a rien à voir dans l'affaire de Patrick Salamé. Donc ça colle pas. Alors, il y a une thèse qui consiste à dire que l'enlèvement de Fatima aurait provoqué un tel tumulte médiatique qu'il se serait ravisé dans un autre mode opératoire. Il s'est attaqué à Fatima. Sauf que une fois qu'il a enlevé, il ne pensait pas que Mehdi allait faire ce tapage médiatique. Il s'est aperçu que de s'attaquer à une jeune fille, ça déclenchait une enquête de police. Que ce n'était pas quelque chose qui passait inaperçu à Marseille. Que les policiers le prenaient au sérieux. Et que toute la presse, tout le monde savait qu'il y avait une jeune fille qui avait disparu. Donc, d'après moi, il s'est dit, c'est pas la bonne personne que je prends. Et c'est là qu'il a commencé à s'intéresser aux prostituées. Ce qu'il s'est rendu compte, et effectivement, ça a mieux marché avec les prostituées, parce qu'il a fallu en entendre 3 ou 4 pour qu'on puisse s'intéresser à lui. Ce sont des jeunes femmes étrangères qui n'ont pas d'attache en France et encore moins à Marseille. Ce sont des jeunes femmes isolées dont forcément la disparition ne donne pas lieu à un signalement direct, puisque la famille n'est pas sur place. Donc la disparition n'alerte pas tout de suite l'entourage immédiat. Patrick Salamé les a contactés de la prison et il dit que c'est pas moi. Salamé, il a envoyé pas mal de courriers à mes parents où il explique qu'il est vraiment innocent de la disparition de ma sœur. Il m'a dit, Madame Saya, je ne connais pas Fatima et je ne connais rien du tout de Fatima. Salamé avait réussi à avoir les numéros de téléphone et les adresses personnelles, non seulement des victimes, mais également des témoins. Mehdi avait reçu un courrier, plusieurs courriers, où il lui disait « Mehdi, ce que vous faites, c'est très bien, continuez à chercher. Continuez à chercher. Moi, j'y suis pour rien, parce que les policiers, ils me collent le dossier de la disparition de Fatima, mais j'y suis pour rien. Mais comme ils m'ont arrêté pour les prostituées, ils me mettent aussi ce dossier dessus. » Et Salamé avait également envoyé des courriers à la famille de Fatima, en disant « Mais moi, j'y suis pour rien, mais vous devriez vous regarder, peut-être Mehdi. » Donc la famille se sont dit « Peut-être que c'est vrai ce qu'il dit. Peut-être cet homme, il a été victime d'une erreur judiciaire. » C'est pas que je le crois ou je le crois pas. Moi, je juge. Je juge l'affaire. Pour nous, c'est pas le suspect. Le suspect numéro 1, c'est toujours Mehdi. C'est de la folie, il faut le laisser tranquille, Mehdi. Il faut lui foutre la paix.
Il a assez donné. Il a quand même passé les meilleures années de sa vie à courir dans les rues de Marseille avec ses affichettes. Il perd Fatima avec qui il comptait se marier. Qu'on le laisse enfin vivre. C'est vrai qu'il aura toujours cette responsabilité morale de se dire si j'avais accompagné Fatima à la sortie du métro, elle serait encore là, et ainsi de suite. Mais sous les faire, on ne peut pas refaire l'histoire. Il a fallu quand même attendre 3 jours de procès, 8 ans après, pour qu'on sache qu'enfin, Mehdi n'y était pour rien. Il a fallu attendre la déposition des 4 directeurs d'enquête qui sont venus dire il n'y est pour rien. C'est pas qu'on n'a pas pu l'établir, on n'a pas pu établir sa participation, il n'y est pour rien. Il a fallu lire les dépositions du juge d'instruction qui disait mais arrêtez avec Mehdi, vous vous faites manipuler par Salamé qui vous envoie des courriers. Il a fallu attendre la déposition du procureur général qui a dit mais Mehdi n'y est pour rien, et ainsi que le président de la cour d'assises qui a dit mais arrêtez avec cette histoire, Mehdi n'y est pour rien, pour que enfin on puisse dire il est vraiment pour rien. Et ça a été pareil au 2e procès. Patrick Salamé a été condamné en avril 2014 à la peine maximale en France, la réclusion criminelle à la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Peine confirmée en appel en 2016. Mais Salamé jure aujourd'hui encore qu'il est innocent et victime d'un complot. Il a décidé de se pourvoir en cassation. La famille Saya, elle, reste convaincue que Patrick Salamé n'est pas l'assassin de leur Fatima. La chose que j'arrive pas à comprendre, pourquoi la justice, elle est aveugle. La vérité judiciaire aujourd'hui nous dit c'est Salamé, on ne peut pas la discuter. On ne peut pas empêcher les parents, dans une vérité du cœur, de penser autre chose. Parce que la vérité qu'on leur propose est monstrueuse. Salamé ne les intéresse pas. Je crois même pouvoir dire qu'ils ne peuvent pas le regarder en face, Salamé. Parce que Salamé, c'est la vision de l'horreur. Qui peut décemment reprocher aux parents de se détourner de cette atroce vérité? Comment leur demander d'accepter, sans leur opposer une preuve scientifique, cette vérité? C'est inenvisageable. Alors effectivement, ils vont s'accrocher, comme 2 forcenés, comme toute la famille Saya s'est accrochée, à cette improbable vérité. Ils cherchent leur fille, ils cherchent leur sœur vivante, parce que la justice n'a pas pris la peine de fermer ses portes. Je le sens que ma sœur, elle est vivante, elle est quelque part. On a un lien, un lien de sang. Je ne sais pas si vous croyez à ça, mais je sens que ma sœur, elle est vivante. Moi, j'ai toujours l'espoir. Et il viendra le jour où la vérité éclatera. J'imagine toujours les pires. Hein. Je me dis dans ma tête qu'elle est séquestrée, on la frappe, on lui force de faire des choses horribles. On vit avec ça, le malheur, on vit avec ça. Ma fille, peut-être un jour, si elle est séquestrée, elle trouvera la solution pour sortir. J'attends toujours. Ils se sont enfermés dans un illogisme, dans cette incohérence. Et ça s'appelle l'amour de ses parents pour leur fille, tout simplement. Ils ont perdu leur fille, on ne peut pas tuer leur espoir. Pour la famille, c'est le gros vide. Des nuits, des jours, des années, ça passe pour nous. C'est des cauchemars. C'est des cauchemars. C'est des questions et des questions qui passent et qui repassent. Seuls les parents peuvent le sentir. Parce que c'est pire que la mort. Ça nous a détruits. Je vous le dis, ça nous a détruits. Terriblement. Et ouais. C'est ma sœur. « 9 ans, c'est une éternité. Une éternité d'autant plus sombre et pesante que l'on s'angoisse qu'elle n'en finisse pas de durer. Fatima, ceux qui l'ont aimée, eux, vont supporter leur vie durant le fardeau de son absence et surtout le poids de la question. Où est-elle, Fatima ?